C'est un sentiment inévitable, une certitude qu'on ne peut échapper, comme si c'était déjà fait. Il n'y a pas de futur pour cela. Ça doit être fait. C'est déjà là. Vous extrayez l'espace et le temps de votre esprit et devenez présent avec l'image. Non pas l'imagination qui appartient au futur, mais l'image de votre quête. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau le champion en titre, le Dr. John DiMartini. Comment ça va, Dr. John? Je vais très bien. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. J'avais vraiment passé un moment formidable à discuter avec vous. Vous étiez l'un de mes premiers invités et l'émission a vraiment évolué depuis notre dernière conversation, mais vous avez clairement laissé votre empreinte parce que lorsque votre équipe m'a rappelé, eh bien, voulez-vous inviter à nouveau John? J'ai tout de suite dit absolument. Je vous suis très reconnaissant d'être revenu. Non, merci à vous, vraiment. C'est vous qui m'aidez à aider les autres et c'est mon rêve. Alors, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais entamer une conversation sur la loi de l'attraction, sur la manifestation, parce que dans toutes les conversations que j'ai eues dans l'émission, je ne me suis jamais vraiment assis pour approfondir ce concept. Cela a été, le terme surréaliste est souvent mal compris et source de malentendus. Il y a beaucoup de désinformation qui circule concernant la loi de l'attraction et la manifestation, et qui serait plus qualifié pour en discuter que pour l'un des formidables enseignants qui a vraiment lancé l'idée, l'a inscrite dans l'air du temps. Avec ce film, ce petit film auquel vous avez participé il y a de cela des années, intitulé Le Secret, qui a en quelque sorte semé la graine dans l'air du temps de l'humanité concernant la loi de l'attraction. Alors ma première question est, qu'est-ce que c'est vraiment cette chose appelée la loi de l'attraction? Je pense que cette expression a été popularisée par Rhonda Byrne et des ancêtres éloignés, que je crois être une expression courante. Je ne suis pas sûr qu'une loi universelle nommée loi de l'attraction existe, hormis l'attraction magnétique entre pôles opposés, soit le magnétisme. Mais j'aimerais le développer car cela a été en quelque sorte sous-entendu dans le film, et pour cela je dois probablement développer quelques points. Si cela ne vous dérange pas, je vous en prie, allez-y. Certains points pourraient légèrement recouper nos discussions précédentes, mais pas tant que ça, vers 1978. Cet automne-là, je m'intéressais à pourquoi les gens font ce qu'ils disent et pourquoi certains ne le font pas. Pourquoi les gens qui marchent, marchent et parlent. Pourquoi des gens boitent-ils dans leur vie? Et je tentais de différencier les individus qui affirment qu'ils vont accomplir une tâche et qui effectivement la réalisent, de ceux qui prétendent qu'ils vont l'accomplir, mais qui, en fin de compte, ne passent jamais à l'action. Et cela se résumait à et les valeurs de l'humanité. Et à l'époque où j'ai commencé à étudier l'axiologie, qui est l'étude de la valeur et du mérite chez les individus, beaucoup de ce que j'ai lu, et il n'y a pas énormément de littérature à ce sujet, vous pourriez le lire, une seule personne pourrait le lire, était principalement centré sur la morale et l'éthique, et dans une moindre mesure sur l'économie. Et j'étais vraiment plus que mécontent de ce que je voyais, et il fallait absolument que j'aille plus loin, faire plus d'observations. J'ai observé que chaque personne humaine, indépendamment de l'âge, du genre, du spectre de genre ou encore de la culture, instant après instant, chaque personne vit en fonction de l'ensemble de priorités et de valeurs, ordonnant ce qu'elle perçoit selon un gradient d'importance, du plus crucial au moins significatif. Et que cet ensemble de valeurs ou bien de priorités influe sur leur perception sensorielle, affecte leur processus de prise de décision situé dans le cortex frontal et a également un impact sur leurs actions, notamment sur les actions motrices contrôlées des membres supérieurs. Notre perception, nos décisions et nos actions, le comportement humain, sont le reflet ou l'expression de la manière dont nos valeurs sont établies. J'ai également découvert ce qui se trouve en première position sur la liste des valeurs. Nous qualifierions de valeurs intrinsèques. Nous sommes spontanément inspirés de l'intérieur sans avoir besoin de motivation externe pour agir. Comme un garçon qui aime les jeux vidéo n'a pas besoin d'être motivé par une récompense s'il joue, ou d'une punition s'il ne joue pas, pour qu'il joue aux jeux vidéo. Il pourrait en avoir besoin pour quelque chose qui a peu de valeur à ses yeux, peut-être ses devoirs. Mais plus un élément se trouve bas dans l'échelle des valeurs, plus il requiert de la motivation externe pour être poursuivi. Les valeurs extrinsèques requièrent davantage de récompenses pour agir ou de punitions en cas d'inaction.
Une force externe est nécessaire pour inciter à l'action. Mais il ne s'agit pas seulement d'actions motrices, c'est aussi des perceptions sensorielles que vous ressentez spontanément avec. Voyez que les noyaux pulmonaires dans le thalamus font office de gardien et de filtre. Et toutes les informations sensorielles provenant des sens de la moelle épinière, passant par la moelle épinière et même jusqu'au tronc cérébral à partir des sens spéciaux, tout passe par le centre de relais, le thalamus et filtre selon ce que vous estimez. Une mère pour qui ses enfants représentent ce qu'elle a de plus précieux, elle a 35 ans et elle est mère de 3 enfants âgés de moins de 5 ans. Si elle se promène dans un centre commercial, elle remarquera, avec une attention sélective et partiale, les vêtements pour enfants, l'éducation des enfants, les divertissements pour enfants, les soins de santé pour enfants. Elle filtrera tout ce qui est pour ses enfants et négligera ce qui ne l'est pas. Elle ne verra pas le matériel professionnel. Son mari, qui peut être entrepreneur, non plus. Maintenant, elle pourrait être entrepreneur. Si c'est le cas, et que c'est sa plus grande valeur, elle y prêtera attention. Mais si sa plus grande valeur est les enfants, et que la sienne à lui est le business, il remarquera les costumes, les ordinateurs, quelles entreprises sont les plus fréquentées dans le centre commercial pour investir en bourse. Il pensera en termes d'une réalité totalement différente. Ils verront tous deux des mondes complètement différents. Ils filtrent littéralement leur réalité selon ce qu'ils valorisent le plus. Maintenant, à cause de cette attention sélective et biaisée, biais de confirmation et des faux positifs dans le sens de ce que nous valorisons le plus et des faux négatifs. Nous négligeons des choses qui sont là, dans des éléments qui sont moins importants selon nos valeurs. Nous filtrons automatiquement notre réalité en fonction de notre système de valeurs. Ainsi, non seulement notre priorité d'action est déterminée par elle, mais nos perceptions sensorielles le sont également. Maintenant, quand vous fixez un objectif, une intention de faire quelque chose ou une attention à apprendre quelque chose, quand c'est congruent et aligné avec votre valeur la plus élevée, de ce fait, vous remarquerez des choses dans votre environnement que la plupart des gens ne voient pas, à moins qu'ils ne vivent de manière congruente, et ils agiront en conséquence, et ils prendront des décisions rapidement car ils disposent de beaucoup d'informations et ils agiront spontanément. C'est donc pour cela que vous agissez spontanément sur les choses qui sont hautes dans vos valeurs. Et votre connaissance épistémologique est maximale dans ce domaine. Votre abo téléologique est maximal dans ce domaine et votre identité ontologique est maximale dans ce domaine. Ainsi, vous percevez si votre valeur la plus élevée est, dans mon cas, l'enseignement, en tant qu'enseignant, en tant que mère, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur. Votre identité tourne autour de votre connaissance spécialisée, est accentuée dans ce domaine et vous ressentez que votre but téléologique est ce domaine. Donc, l'un des aspects les plus cruciaux du secret qui a été omis et que j'avais mentionné lors de mon interview, mais qui n'a finalement pas été retenu, c'est l'importance de ne pas perdre votre temps avec quoi que ce soit qui n'est pas le plus élevé dans vos valeurs, car vous allez filtrer votre perception sensorielle. Vous n'agirez pas. Vous allez procrastiner, hésiter et vous frustrer. Vous aurez besoin d'une motivation externe pour agir. Donc la probabilité que vous réalisiez, la magie de ce secret, la loi de l'attraction, dépend vraiment du degré de congruence que vous avez avec ce qui est réellement le plus important pour vous et de poursuivre ce qui est authentique, car votre identité ontologique s'articule autour de cela. Et c'est là que vous êtes le plus authentique. Quand l'oracle de Delphes a dit connais-toi toi-même, sois toi-même, aime-toi toi-même, il signifiait identifie ce que tu estimes le plus et poursuis-le et permets-toi de le rechercher. Mais chaque fois que tu fais quelque chose qui a moins d'importance à tes yeux, ta perception sensorielle l'écarte. Tu ne vois pas l'opportunité, tu ne prends pas de décision rapidement et tu n'agis pas sans une motivation extérieure. Ainsi, tu ne peux pas réellement rivaliser avec quelqu'un de congruent, qui vit selon ses valeurs les plus élevées, contrairement à quelqu'un qui ne le fait pas. Donc, lorsque les gens disent que le secret n'a pas fonctionné pour eux, cela signifie qu'ils poursuivaient des objectifs qui n'étaient pas en accord avec ce qu'ils valorisaient le plus et s'attendaient à ce qu'un événement magique se produise. Car chaque fois que tu fais cela, l'insatisfaction qui en résulte te plonge dans l'amygdale et te fait désirer maintenant des expériences unilatérales. Pour éviter la douleur, rechercher le plaisir, et les véritables objectifs comportent du plaisir et de la douleur, tu n'auras pas de relation sans plaisir et sans douleur. Tu n'atteindras pas tes objectifs sans expérimenter plaisir et douleur, aisance et difficulté. Ainsi, tu es mieux disposé à appréhender les synchronicités de ces paires d'opposés, comme soutien et défi, paix et guerre, positif et négatif, etc., en poursuivant ce qui compte vraiment selon tes valeurs. Donc, le premier principe de la loi de l'attraction est de maximiser les opportunités, choix et actions, ainsi que les synchronicités qui en résultent. En fait, ce qui est fascinant,
c'est que lorsque tu agis en fonction de valeurs moins prioritaires, le glucose dans ton sang est redirigé vers l'amygdale, ce qui te fait interpréter les situations de manière subjective pour assurer ta survie. Dans cet état, tu es poussé à rechercher ou à éviter certaines choses, influencé par le système de récompense et de punition, comme la dynamique entre la proie et le prédateur. Cependant, si tu te fixes des objectifs qui sont en accord avec tes valeurs les plus élevées, le glucose et l'oxygène dans ton sang sont acheminés vers le cortex préfrontal, le centre exécutif de ton cerveau. Dans cette région, tu es capable d'accueillir les plaisirs et les douleurs de manière égale, et tu t'engages dans la poursuite d'un but véritable, qui est équilibré, neutre et impartial. C'est dans cette démarche que tu parviens à la plus grande réalisation de soi. En te connectant donc à ta valeur la plus élevée et en éveillant la fonction exécutive pour réguler les impulsions et les instincts de l'amygdale, tu élimines les distractions qui t'empêchent d'être pleinement présent, concentré et diligent dans la poursuite de ton objectif. Et quelque chose d'inauthentique, tu ne pourras pas profiter pleinement des synchronicités qui se produisent autour de toi. Et lorsque tu es dans ton amygdale, tu actives le système nerveux autonome, le parasympathique pour la proie et le sympathique pour le prédateur. Et tu t'infatues, ou tu ressens du ressentiment, ou tu as des impulsions vers, ou tu as des instincts de fuite. Et chaque fois que tu fais cela, tu n'optimises pas la gouvernance de tes réactions et tu te déconnectes de ce qui est là. Tu vis dans une distorsion subjective. À ce moment-là, tu te déconnectes automatiquement, tu coupes l'accès à ta vision, à la zone occipitale visuelle, tu désactives la planification stratégique, tu inhibes l'action spontanée, tu perds le contrôle de toi-même. Et puis tu te laisses distraire et tu recherches la satisfaction immédiate. Tu n'arrives pas à rester concentré sur un objectif à long terme pour construire une dynamique progressive afin de réaliser quelque chose de grandiose. Donc la première chose, c'est purement une fonction cérébrale ancrée de poursuivre des buts qui ont du sens, qui sont vraiment prioritaires et de grande valeur. C'est le premier principe. Lorsque cela se produit, les systèmes autonomes se synchronisent. La variabilité de la fréquence cardiaque atteint son maximum. On observe une onde gamma dans le cerveau parce que les ondes alpha du parasympathique, je veux dire, les ondes delta du parasympathique et les ondes bêta du sympathique se rejoignent dans un état alpha d'état à 8 cycles par seconde, ce qui provoque une synchronicité gamma dans le cerveau. Et le cerveau émet alors son gestalt intégré, ce qui correspond à une fonction cérébrale maximale, une conscience maximale, une pleine conscience maximale. Et cela s'appelle la synchronicité dans le cerveau. Et vous avez une synchronicité et une fonction. Ainsi, la synthèse et l'intégration de la conscience et de l'inconscient à ce moment précis, c'est là que la loi de l'attraction est à son maximum. Et maintenant, nous sommes attirés par notre pensée dominante la plus profonde et nous voyons les opportunités qui foisonnent autour de nous, celles que nous ne pouvons normalement pas voir pour en tirer parti. Et nous pensons que parce que nous les poursuivons, elles viennent à nous. Mais en réalité, elles sont juste là tout le temps, attendant que nous soyons pleinement conscients. C'est la première approche neurologique globale à ce sujet. Alors, existe-t-il une certaine fréquence qui est associée à ces pensées? On pourrait lui attribuer une fréquence. Je considère le cerveau comme une fonction à échelle variable, mais je dois mettre cela en contexte. La rapidité avec laquelle vous percevez les deux côtés d'un événement détermine la fréquence sur laquelle vous vous trouvez. Donc, si vous êtes infatué de quelqu'un et aveugle aux inconvénients, et que vous ressentez l'attraction positive de la vague, et que vous êtes aveugle aux inconvénients, et qu'il faut ensuite un jour, une semaine, un mois, un an ou 5 ans avant que vous ne voyiez les inconvénients, vous êtes plutôt obtus. Et voilà une longue longueur d'onde, un interlocuteur dense, de la viande pour bavard. D'accord, compris. Si vous éprouvez une forte rancune envers quelqu'un et que vous êtes aveugle aux avantages, conscient des inconvénients et inconscient des avantages, aveugle aux avantages et ignorant des avantages, vous faites preuve d'ignorance et vous ne voyez pas les deux côtés de la situation. Ainsi, à l'intérieur du terrible se trouve le formidable et à l'intérieur du formidable se trouve le terrible et les deux s'annulent en réalité et non état complètement neutre. Mais notre biais subjectif, à cause de notre amygdale, les polarise et crée une réaction émotionnelle. Chacune de ces réactions émotionnelles est un mécanisme de rétroaction qui nous signale que nous ne voyons pas l'ensemble de la situation. Les émotions sont des mécanismes de rétroaction qui créent des modifications épigénétiques dans notre physiologie et psychologie pour nous signaler que nous ne voyons pas l'ensemble car nous sommes attirés ou repoussés. Nous sommes en mouvement vers ou loin de quelque chose, au lieu d'être posés, présents, intentionnels, patients, productifs et organisés, où nous éprouvons véritablement de l'amour pour quelque chose. Ainsi, poursuivre quelque chose que vous aimez est différent d'avoir une impulsion émotionnelle ou un instinct de recherche ou d'évitement, où c'est l'extérieur qui vous contrôle, parce que tout ce qui vous fascine ou vous irrite occupe l'espace et le temps de votre esprit et vous dirige. Et c'est un fait du bruit dans le cerveau. Au lieu de ce signal de la main,
On pourrait dire que vous recevez du bruit qui bloque le signal. Lorsque vous êtes dans un état polarisé, votre longueur d'onde s'allonge et votre fréquence diminue. Cependant, lorsque vous adoptez une position impartiale et objective, maîtrisant vos émotions et agissant selon votre plus haute valeur, vous êtes alors capable de percevoir les deux côtés de manière synchrone. Wilhelm Wundt, souvent reconnu comme le père fondateur de la psychologie expérimentale, notait en 1896 l'existence, le contraste simultané et le contraste séquentiel. Et le contraste simultané, c'est lorsque vous voyez les deux côtés en même temps et que vous avez une pleine conscience, vous n'êtes pas inconscient à part. Et le contraste séquentiel, c'est lorsque vous voyez un côté, puis plus tard vous voyez l'autre côté. Il disait, le contraste séquentiel, c'est la survie. Le contraste simultané, c'est l'épanouissement. Ainsi, lorsque vous avez un contraste simultané, vous avez la synthèse des paires d'opposés, la synchronicité de leur existence, dans un état conscient, où vous êtes maintenant pleinement conscient, tirant parti de vos décisions sensorielles et de vos actions motrices et maximisant votre potentiel. Alors, c'est la haute fréquence, et chaque aspect de votre attention, si elle se focalise sur la fréquence la plus élevée, devient le plus objectif et le plus cohérent. C'est la quête la plus authentique qui vous permet de maîtriser la synchronicité et la synthèse dans votre cerveau et de vivre la loi de l'attraction de manière instantanée. Il n'y a pas de notion de temps. Chaque fois que vous introduisez de l'espace et du temps à l'âme, pourriez-vous dire, à l'essence véritable de votre être, vous vous retrouvez dans le monde existentiel où prévalent les limites du temps et de l'espace. C'est dans ce cadre que la majorité des gens opèrent, plutôt que de rester pleinement présents et de véritablement percevoir. Et c'est alors que naît la certitude que l'impossible ne peut qu'advenir. C'est déjà en cours de réalisation. Quand Phelps, qui a obtenu 22 médailles, n'est-ce pas, en natation, lorsqu'il visualisait cela dans son esprit et qu'il était pleinement présent, et que c'était purement objectif, et que c'était ce qu'il valorisait le plus pour maîtriser la natation, il a pu manifester la loi de l'attraction, sans arrêt, l'une après l'autre, et décrocher 22 médailles d'or. Oui, à un niveau que personne d'autre n'a jamais atteint. Absolument, sans aucun doute. Personne d'autre ne l'a fait. Oui, tout à fait certain. Eh bien, des artistes martiaux comme Bruce Lee ou des sportifs tels que Michael Jordan, excellents dans leur domaine. Dans leur domaine, mais pas spécifiquement dans ce qu'il fait. Oui, pas dans ce domaine, mais votre pensée dominante la plus profonde devient votre réalité tangible d'Adam dans l'instant. Vous avez de la synchronicité et de l'authenticité dans le cortex frontal. Tout le monde, même pour ces deux autres exemples que vous avez cités, Michael Jordan, Kobe Bryant ou Bruce Lee, leur priorité absolue était leur forme d'art, que ce soit les arts martiaux, le basket ou la natation. Alors, lorsqu'ils se lançaient dans, disons, la prévisualisation dans l'œil de leur esprit, en créant le tir, en sortant pour gagner le match, en sortant pour atteindre leurs objectifs, c'était en raison de l'alignement et de la puissance de la fréquence de cet alignement, de ce qui leur était essentiel et précieux, ce qui constituait leur essence même. Si, par exemple, le basket occupe la 5e place dans ma liste, et la famille, l'argent, un million d'autres choses, faire la fête, d'autres choses passent avant. Je ne pourrai sans doute pas parvenir au même niveau de succès dans ce domaine que certaines personnes telles que Kobe Bryant, qui était connu pour son obsession légendaire, et Michael Jordan, qui était une légende. Tous ces individus étaient des passionnés légendaires de leur domaine. C'est précisément cela qui alimente, si l'on veut, la loi de l'attraction ou le principe de la manifestation. Mais j'aimerais ajouter quelque chose, au lieu d'utiliser le terme obsédé, parce que c'est une réaction de l'amygdale inspirée. Compris? Compris. Inspirée, car être obsédé signifierait que le monde extérieur vous contrôle et que vous ne pouvez pas le maîtriser. Inspiré, c'est le moment où la volonté humaine s'accorde avec ce qui est, et il n'y a plus de conflit entre ce qui est et ce que vous avez l'intention de faire. Voyez, lorsque vous êtes dans l'amygdale et que vous êtes infatué de quelqu'un, disons que vous vous minimisez par rapport à cette personne et intégrez ses valeurs en essayant de vivre comme elle, et vous développez alors une obsession. Lorsque vous ressentez du ressentiment envers quelqu'un, vous vous surestimez et vous avez une obsession de les réparer ou de les changer. Mais lorsque vous êtes centré et que vous aimez ce que vous faites et que vous n'avez pas besoin de le réparer, c'est un sentiment qu'il vous est impossible de ne pas accomplir. C'est déjà fait. Il n'y a pas de temps dans le futur. Il est nécessaire de le faire. Cela est déjà présent. Vous retirez l'espace et le temps de votre conscience et devenez pleinement présent avec l'image, non pas avec l'imagination qui appartient au futur, mais avec l'image réelle de votre quête. Eh bien, laissez-moi vous demander, est-ce que la physique quantique a une explication pour la manifestation? Est-ce qu'elle a découvert? Je ne souhaite pas me servir de la physique quantique en tant que
plutôt qu'une explication, un moyen de corrélation métaphorique. C'est compréhensible, car elle possède une immense corrélation métaphysique. Alors, permettez-moi de donner cet exemple. En 1947, l'écrivain Paul Dirac a publié un livre fantastique sur la particule nanoparticule. C'était sur les principes de la mécanique quantique. À l'âge de 18 ans, j'ai lu ce livre en utilisant plusieurs dictionnaires pour m'aider. Là-dedans, j'ai pris conscience de quelque chose qui a eu un immense impact sur ma vie depuis. C'est effectivement lui qui a eu l'idée originale de l'équation d'Einstein et également de l'équation de Schrödinger, qu'il doit exister une antiparticule correspondante pour chaque particule. Donc, c'est bien lui qui a formulé cette idée. Et cela est principalement dû aux mathématiques complexes, notamment aux racines carrées de nombres négatifs. Et il y a de multiples raisons à cela. Et je pourrais vraiment m'étendre longuement sur ce sujet. Mais à cause de cela, il a déclaré que si vous prenez une nanoparticule et qu'elle était supposée s'entrechoquent, comme dans un accélérateur de particules à Genève, et s'unissent, elles émettraient de la lumière gamma, des photons gamma. Donc, si un positron, qui est un électron positif, et un électron à charge négative se combinaient, ils produiraient une paire de particules gamma de la lumière à haute énergie. Quand j'ai vu cela, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et si vous preniez de la lumière, des photons gamma, et que vous les placiez dans une chambre à bulles, ils tourneraient en spirale opposée avec des moments angulaires différents et révéleraient des bulles dans la chambre, dévoilant des nanoparticules. Et je me suis dit que l'équation d'Einstein affirmait que l'énergie est égale à Mach carré. Cela signifie que vous pouvez prendre de l'énergie sous forme de photons et la transformer en nanoparticules qui possèdent une charge positive ou négative. C'est donc de là que Duroc a eu l'idée. Eh bien, si vous pouvez prendre ces charges positives et négatives et créer de la lumière. Quand j'avais 18 ans, dans ma naïveté, je me suis demandé que se passerait-il si vous preniez des émotions positives et négatives? Pourrait-on créer de l'illumination? C'est très intéressant. Donc c'était ma réflexion à 18 ans. Alors je me suis lancé dans une quête pour créer une méthodologie pour cela. Avec succès, elle est à moi aujourd'hui. Il y a un monsieur. Au moment où j'ai lu cela, il se trouve que je me suis également plongé dans la lecture d'un livre de Leibniz, le philosophe allemand, qui s'est penché sur le calcul infinitésimal en même temps que Newton. Et Leibniz, dans le premier chapitre de son ouvrage, initie une réflexion sur la métaphysique. A dit qu'il y avait une perfection dans l'univers, un ordre caché dans l'univers que peu de gens parvenaient à connaître, mais ceux qui le découvraient, leur vie en était changée à jamais. Et quand j'ai lu cela, j'ai eu la larme à l'œil. Je suis sûr que vous avez lu des livres qui vous ont ému aux larmes et vous vous dites, vous savez, il y a quelque chose ici. Et j'ai dit, je veux savoir ce qu'est cette perfection. Je veux y connaître cet ordre. Ainsi, j'ai entrepris l'étude de la thermodynamique, des systèmes stochastiques probabilistes et de divers autres sujets dans le but de tenter de saisir la nature de cet ordre. Et il y avait un homme, Claude Shannon, et deux autres individus qui ont été récompensés par un prix Nobel, un sur la théorie de l'information. Et j'ai découvert que le terme désordre, la tendance à passer de l'ordre au désordre, qui était l'entropie, et la tendance à passer du désordre à l'ordre, qui était l'entropie négative, ou négantropie, qui représentait la vie contre la mort. Qu'il fallait passer d'une compréhension totale et d'une information complète à une information partielle ou manquante. Il a qualifié l'entropie d'information manquante. Le désordre était une information manquante. Ainsi, Boltzmann, dans ses travaux sur la thermodynamique, disait que les théories probabilistes de ces probabilités de mouvement aléatoires pourraient ne pas constituer toute l'histoire. Il pourrait y avoir de l'information manquante qui a conduit à la théorie des variables cachées et à la théorie quantique. Alors, lorsque j'ai commencé à étudier cela, je me suis demandé, quelle est l'information manquante? Comment y accéder? Et puis j'ai réalisé que la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions que nous posons. Si nous posons des questions judicieuses, qui équilibrent l'esprit et nous permettent de percevoir la synchronicité et la synthèse des opposés complémentaires, nous pouvons accéder et découvrir un ordre caché dans le chaos apparent, dans ce qu'on appelle le désordre. Et les émotions sont qualifiées de troubles émotionnels, parce que si vous êtes attiré par quelque chose ou repoussé, c'est que cela vous contrôle de l'extérieur. Mais l'illumination n'est pas un trouble, c'est reconnaître l'ordre implicite, l'ordre caché, comme Bauman l'a décrit. Et donc, je me suis lancé dans une quête de questions pour rendre l'inconscient conscient, afin que vous puissiez être pleinement conscient. C'est ce que notre intuition fait constamment. Notre intuition est un système de rétroaction négative, cherchant à atteindre une authenticité homéostatique qui tente de rendre l'inconscient conscient afin que nous puissions être pleinement conscients. Mais les impulsions et les instincts de l'amygdale cherchent à les séparer et à créer une scission entre l'inconscient et le conscient. Ainsi, nous essayons de diviser l'indivisible, de nommer l'inévitable,
d'étiqueter l'inétiquetable, de fendre l'infendable et de séparer l'inséparable avec l'amygdale. Et nous les intégrons dans le cerveau antérieur. C'est le centre d'intégration. Selon Scientific American, édition de septembre-octobre de l'année passée, le siège du moi a été identifié. Il s'agit du cortex préfrontal médian dans le cerveau, essentiel à l'intégration des informations. Nous avons une quantité importante de neurones internes pour cette intégration. Plus le nombre de ces neurones est élevé, plus la distribution moyenne des informations est large. Ainsi, une plus grande quantité de neurones internes favorise une meilleure présence et calme. Nous avons donc littéralement la capacité de poser des questions à l'esprit et de réveiller des informations inconscientes pour nous rendre pleinement conscients des paires d'opposés qui sont synchrones et simultanées et de nous éveiller dans un état illuminé. Et c'est quelque chose que nous sommes capables de faire. Mais le cerveau le fait automatiquement si nous poursuivons la valeur la plus élevée, et la valeur la plus élevée était appelée le télos par Aristote, et il le savait en son temps. Il savait que pour maximiser le potentiel humain, il faut poursuivre le télos, la fin en vue. Tout comme nous avons des télomères, l'extrémité des gènes, nous avons le télencéphale, l'extrémité du cerveau. Les télomères et la téléologie. La téléologie était une étude du sens et du but. C'était la chose la plus significative, la plus chargée de but et la plus spontanément inspirante que nous puissions faire. Alors, si nous priorisons notre vie et remplissons notre journée de cette chose unique, de cette priorité la plus élevée, et que nous nous tenons à notre objectif principal, notre but suprême si vous voulez, ou comme l'appelait Napoleon Hill, nous maximisons automatiquement l'objectivité, qui est la neutralité, où nous avons le plus de résilience, d'adaptabilité, et nous maximisons la loi de l'attraction et le secret. Et si nous ne le faisons pas, et que nous nous laissons distraire par des choses de moindre importance à cause des valeurs injectées de toutes les personnes auxquelles nous nous comparons, nous nous retrouvons automatiquement dans l'amygdale et nous polarisons et nous dévalorisons automatiquement une maison qui est dévissée. Nous passons maintenant de l'éclaircissement aux charges émotionnelles positives et négatives qui nous gouvernent. Et cela s'appelle le bruit dans le cerveau. C'est littéralement appelé des interférences. Cela se manifeste sous forme de facilitation et d'inhibition dans le cerveau. Cela se traduit par des neurotransmetteurs sous forme de fréquences de glutamate et de GABA. Et il y a un modulateur au centre que l'intuition éveille. L'acétylaspartate, qui agit comme un modulateur, intègre et synchronise divers éléments de notre être, révélant des corrélations fascinantes entre notre neurochimie, notre psychologie et notre physiologie. C'est véritablement stupéfiant. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un état quantique, car nous n'avons pas encore les preuves nécessaires pour le prouver. Néanmoins, nous savons que les neuroassociations dans le cerveau, ainsi que leurs anti-souvenirs, peuvent être intriquées simultanément. À ce jour, c'est la corrélation la plus proche d'un phénomène quantique que nous ayons pu observer. Et dans certains des composants sous-cellulaires, il semble y avoir des effets quantiques, mais nous avons certainement des corrélations avec la physique quantique dans cette perspective, et même, d'un point de vue scientifique, on utilise parfois ce terme. C'est en quelque sorte ce que vous venez de dire. C'est semblable à l'intrication quantique, les deux éléments. Cela ressemble à l'intrication quantique. Effectivement, si vous jetez un œil au numéro du 17 mars 2016 du magazine Neuron, vous découvrirez un article exceptionnel qui traite du potentiel de l'entrelacement neuronal dans notre cerveau, en lien avec la mémoire et l'antimémoire, c'est-à-dire les contenus conscients et inconscients. Cela fait depuis 1979 que je me penche sur cette question et travaille sur ce contraste. J'ai même publié un livre dédié aux illusions perceptives et à la manière dont elles peuvent induire des troubles à cette époque. Et j'étais profondément fasciné par ces contrastes, car notre perception dépend intrinsèquement du contraste. C'est ce que l'on nomme la loi du contraste. Visualisez cette expérience. Prenez un bécher rempli d'eau froide à 4 degrés Celsius, un second bécher contenant de l'eau à 60 degrés, et placez un troisième bécher entre les deux, celui-ci avec de l'eau à 22 degrés. Si vous plongez votre main dans l'eau à 4 degrés et la maintenez la pendant une minute, votre main ressentira objectivement cette basse température. Lorsque vous transférez ensuite votre main dans l'eau à 22 degrés, votre sensation sera celle d'une chaleur plus intense qu'elle ne l'est en réalité, subjectivement, et cela est dû à la loi du contraste. Si vous n'aviez rien pour comparer, vous auriez une sensation de 22 degrés dans votre main. Mais parce que vous l'avez comparée à quelque chose que vous perceviez comme plus froid, elle vous semble maintenant plus chaude. Et si vous la plongez ensuite dans de l'eau à 60 degrés à cause de la loi du contraste, et que vous la remettez dans cette eau tiède, elle vous semblera plus froide. Ainsi, vous développez un biais subjectif dès l'instant où vous comparez par contraste, et tous nos sens fonctionnent sur le contraste. Tout le monde phénoménologique des sens repose sur le contraste. Nous ne pouvons percevoir sans contraste. Si nous sommes dans une pièce entièrement blanche, nous ne pouvons pas voir. Une pièce entièrement noire, nous ne pouvons pas voir. Ensuite, vous ajoutez du contraste, vous pouvez voir. C'est pareil pour les fusions virales sur les oreilles, on ne peut pas entendre sans contraste tous les sens. La discrimination des deux points, le contraste sur les sens. Donc, sans ce contraste, si nous avions un contraste simultané, nous serions dans cet état éclairé et nous maximiserions alors la loi de l'attraction car nous ne ferions pas de séparation dans le temps et l'espace. L'instant où nous séparons les choses dans l'espace et le temps et jugeons quelque chose,
Subjectivement, avec un parti pris, nous perdons la loi de l'attraction. Nous en diminuons la puissance. La loi de l'attraction est simultanée lorsque nous sommes réellement présents. Quelles erreurs les gens commettent-ils souvent? Qui les empêche de manifester ce qu'ils désirent dans leur propre vie? ils poursuivent des choses qui ne sont pas vraiment les plus importantes, ce qui les pousse à réagir avec leur amygdale, ce qui les conduit ensuite à des fantasmes polarisés, un plaisir sans douleur, un bonheur sans tristesse, une gentillesse sans méchanceté, une bonté sans cruauté. Et pourquoi cela ne se produit-il pas? Pourquoi suis-je une victime? Et il se victimise davantage, parce que l'autre face de la médaille devient maintenant plus douloureuse à cause du contraste, de la loi du contraste. Donc, si vous ne cherchez pas une fantaisie, vous ne ressentez pas que la vie est un cauchemar, mais la dépression est une comparaison de votre réalité actuelle avec une fantaisie à laquelle vous êtes accro, une attente irréaliste. Si votre objectif est d'atteindre l'équilibre, en reconnaissant que l'existence humaine comporte deux facettes, alors en vous unissant à quelqu'un, vous devez être prêt à expérimenter ces deux côtés, le plaisir et le déplaisir, la gentillesse et la cruauté, le positif et le négatif. L'objectif véritable n'est pas de courir après une seule de ces réalités, mais d'embrasser les deux simultanément. Les individus qui sont dominés par leur amygdale cherchent à éviter la douleur et à maximiser le plaisir, ce qui est une quête impossible. Cela revient à tenter de séparer les pôles opposés d'un aimant. Et selon l'enseignement bouddhiste, aspirer à ce qui est hors de portée et tenter d'esquiver l'inéluctable constitue une source de souffrance humaine. Les individus éprouvent de la souffrance parce qu'ils aspirent à un état unilatéral, guidé par leur amygdale, sans pour autant établir une action prioritaire de haute importance. Ils se fixent un but qui manque de cohérence. Ils s'infériorisent en se mesurant aux autres, en se disant « je désire être comme eux ». Cela les conduit à envier autrui. Ils s'efforcent d'imiter quelqu'un d'autre, cherchant à devenir le second Elvis au lieu d'embrasser pleinement leur propre identité. Ce faisant, ils finissent par créer une polarisation dans leur cerveau et se dévalorisent, car ils sont intérieurement divisés. Chaque fois que vous idéalisez quelqu'un ou éprouvez du ressentiment, vous renoncez à des parties de votre être et affaiblissez l'essence de votre vie. C'est précisément là que le secret échoue à opérer. Voilà pourquoi tant de personnes affirment que le secret n'a pas fonctionné pour elles. Elles ont couru après un fantasme qui n'était pas aligné avec leurs valeurs les plus profondes. Et ils s'attendaient à une satisfaction immédiate, ce que fait l'amygdale, au lieu d'avoir une vision à long terme pour poursuivre quelque chose de significatif. Réponse remarquable, monsieur, car elle est en effet tout à fait exacte. Lorsqu'on se prend à rêver en se disant je veux gagner le gros lot ou je désire sortir avec cette célébrité du cinéma, on plonge dans le monde des fantasmes. Ce sont des chimères. Et si ces rêves ne s'alignent pas avec nos véritables aspirations, en pesant le bon comme le mauvais, n'est-ce pas là l'essence même des relations humaines? Comme vous l'avez mentionné, devant une femme ravissante, on s'exclame « Oh mon Dieu !» en ne percevant que les aspects positifs. Mais cela peut vous prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou parfois même toute une vie pour réaliser que, eh bien, il y avait effectivement autre chose qui venait avec le lot. Quand je vais à un rendez-vous, j'ai déjà une liste de tous mes. Dans le dictionnaire, le Oxford English Dictionary, j'ai découvert exactement 4628 traits de caractère. La moitié d'entre eux sont de nature positive, tandis que l'autre moitié sont négatifs. J'ai pris soin de les répertorier en séparant clairement les positifs des négatifs. Si vous espérez trouver en moi autre chose que ces traits, vous vous bercez d'illusions. Lorsque vous serez prêt à m'accepter tel que je suis, avec l'ensemble de ces caractéristiques, appelez-moi. C'est incroyable. By the way, Il faut une bouche et un anus pour vivre. Il faut une bouche et un anus. Sans anus, on accumule la merde. Les deux extrémités sont essentielles. Être emmerdeur et savoir embrasser sont tous deux nécessaires. absolument, mon ami, absolument. Donc, pour revenir sur un sujet que nous avions effleuré plus tôt, en parlant de Bruce Lee, Michael Jordan, Kobe Bryant et Michael Phelps, pourquoi la visualisation est-elle si efficace mentalement lorsqu'elle est couplée à la manifestation? Nous parlons de plus en plus du concept de manifestation, surtout parce que c'est une pratique courante chez les athlètes. Il y a des études que j'ai consultées où l'entraîneur de basketball fait asseoir une partie de son équipe pour visualiser le fait de marquer des paniers, tandis que l'autre moitié s'entraîne physiquement pendant le même laps de temps. Les personnes qui ont imaginé une action réussissent souvent mieux que celles qui se sont entraînées physiquement. Quelle est la science derrière ce phénomène? Quels processus interviennent? Ou y a-t-il une explication mystique? Eh bien, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y ajouter du mysticisme. Nous pouvons le faire pour le plaisir. Mais imaginons que vous sortiez et que vous soyez célibataire ou un homme marié se comportant comme tel et que vous cherchiez une fille pour la soirée ou quelque chose du genre. Vous arrivez à une fête où il y a 1000 personnes. Seriez-vous d'accord pour dire que vous pouvez balayer du regard toute la salle et juger désirable, indésirable, désirable, indésirable, désirable, très désirable, indésirable et éliminer rapidement des gens sur l'aspect visuel en quelques minutes? Si vous étiez contraint d'utiliser votre capacité auditive pour écouter chacune d'elles, cela serait-il tout aussi efficace? Si vous deviez sentir chacune d'entre elles, si vous deviez vous en approcher pour sentir, serait-ce moins efficace? Oui, cela ne serait pas du tout efficace. Si vous deviez les goûter, quelle serait leur efficacité? Peut-être plus intéressant, mais certainement pas plus efficace.
Et si vous les touchiez, voyez, j'ai fait un projet de recherche. C'est une plaisanterie, mais j'ai vraiment fait ce soi-disant projet de recherche où je me suis bandé les yeux, j'ai mis des cache-oreilles, un truc sur le nez, et tout ce que je pouvais faire, c'était lécher et toucher. Et je suis entré dans 1000 chambres pour essayer de trouver une petite amie pour la soirée. On va vous mettre en prison, ou vous tuer, ou vous donner un coup de pied. Très prudemment, si vous essayez cette approche exactement maintenant, mais bon, vous pouvez voir plus loin que vous pouvez entendre. Vous pouvez entendre plus loin que vous pouvez sentir. Vous pouvez sentir plus loin que vous pouvez goûter. Vous pouvez goûter plus loin que vous pouvez toucher, car l'odorat et le goût sont liés. Ainsi, le plus efficace dans le cerveau, c'est la vision, car pour survivre, il existe un phénomène appelé le camouflage chez les proies et les prédateurs. Et il faut pouvoir voir au-delà du camouflage et identifier grâce à la pareidolie et au complexe fusiforme dans le cortex. Être capable de discerner est-ce une proie ou un prédateur et attribuer une intentionnalité et une reconnaissance faciale et pareidolique. Et puis, il faut avoir des forces positives et négatives pour s'assurer de déclencher l'adrénaline assez rapidement pour attraper la proie ou éviter le prédateur. Donc, nous sommes conçus pour utiliser les systèmes visuels pour réaliser des choses. Et quand vous levez les yeux pour regarder, considérez votre comportement. Redressez-vous pour un instant. Vous allez trouver cela divertissant. Restez bien droit et gardez votre tête levée face à l'objectif. Mais maintenant, prenez vos yeux et orientez-les vers le bas à droite. Fixez le point en bas à droite. Regardez en bas à droite avec vos yeux, pas votre tête. Gardez votre tête droite. Redressez bien votre tête. Les yeux en bas à droite à 45 degrés. Étirez-les bien et essayez de sourire. Essayez de sourire. C'est factice. Maintenant, essayez de froncer les sourcils. Froncez-les pour plus de réalisme. C'est vrai. Pourquoi donc? D'accord. Maintenant, regardez en haut à gauche. Regardez en haut à gauche, à 45 degrés. Levez les yeux à gauche, pas la tête. Essayez maintenant de froncer les sourcils. Mais souriez paraît plus naturel. Pourquoi donc? Votre cerveau est automatiquement programmé pour associer le fait de regarder en haut avec le visuel et en bas avec le kinesthésique. Voir est généralement plus efficace que ressentir. Votre cerveau antérieur, lorsqu'il est engagé dans la poursuite de ce qui compte le plus pour vous, établit des connexions avec les aires V5 et V6, ainsi qu'avec le cortex associatif situé au sein du centre visuel occipital, le centre occipital lui-même, de l'amygdale. Nous n'avons pas cette connexion. Alors quand l'énoncé biblique dit que ceux qui ont une vision prospèrent et ceux qui n'en ont pas périssent, ils décrivent les fonctions exécutives. Le cortex préfrontal médian, avec un siège de la cellule, le vrai vous peut voir, et il utilise les zones associatives pour planifier stratégiquement de la manière la plus efficace afin de prendre des décisions. Là où l'amygdale ne peut pas voir, elle a une vision aveugle, et elle ressent, elle plonge dans les émotions. Nous sommes donc maintenant pris au piège, et nous cherchons ou évitons. Notre cerveau est donc naturellement et automatiquement configuré pour privilégier un système visuel, pour une vision optimale. Une image vaut 1000 mots, ce qui est nettement plus efficace. 1000 mots peuvent être plus éloquents qu'une multitude d'odeurs. C'est primitif. L'odorat est essentiel pour la survie, mais la vision est essentielle pour s'épanouir. Et ce sont les visions des gens. Ainsi, les visionnaires sont toujours les leaders. Et quand je parlais il y a des années, en 1983, on m'a demandé de venir parler lors d'une conférence. Il y avait environ 6000 personnes. Et en me promenant dans le centre de congrès, j'ai remarqué qu'il y avait des salles annexes où des mécaniciens et des techniciens se réunissaient en petits groupes de 50 ou 60 personnes. Il y avait des groupes de cadres comptant de 200 à 400 personnes. Et les principaux acteurs, c'étaient les visionnaires, ceux qui inspirent. C'est alors que j'ai réalisé que je voulais faire partie de ce milieu. Je veux être un visionnaire inspirant. Mon objectif est de déléguer la gestion et de déléguer la technologie. À chaque instant où vous choisissez de suivre ce qui vous inspire profondément, en gardant cette vision claire dans votre esprit et que vous confiez les tâches administratives et technologiques à d'autres, vous brillez et prenez naturellement la tête. Cependant, si vous vous encombrez de la gestion quotidienne de la technologie ou des affaires administratives, vous ne parviendrez pas à réaliser l'étendue de ce que votre vision peut accomplir. Les systèmes qui s'appuient sur la visualisation sont nettement plus puissants. Ce sont les visionnaires qui sont les meneurs véritables. Alan McKinsey, dans son livre Le piège du temps, décrit cela avec beaucoup de détails. Eh bien, vous faites référence à la vision physique, tandis que moi, je fais allusion à la vision intérieure. Où elles sont identiques. Oui, elles sont identiques. Elles sont identiques. Les mêmes zones du cerveau fonctionnent, internes. Vous avez ce qu'on appelle l'interceptif, des informations issues de la physiologie.
Mais dans votre vision, votre cerveau ne fait pas la différence. Comme dans un rêve, vous pensez que c'est réel par moments, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a rien à l'extérieur. Votre cerveau est en mode nocturne. Vous pouvez comprendre à quel point votre vision interne est tout aussi réelle que le monde extérieur. Donc, si vous le voyez avec l'œil de l'esprit, je possède un tableau. Je désire vous faire voir ce tableau. Voilà, c'est une vision qui m'est apparue lorsque j'avais 17 ans. Je l'ai bien reçue, la peinture. En fait, je ne suis pas l'artiste, mais je partageais cette vision que j'avais à l'âge de 17 ans, et il y a de cela 15 ans, un artiste peintre qui était dans le public a capturé cette vision que j'avais eue et me l'a envoyée comme cadeau. C'est cela qu'il m'a fait parvenir. La vision que j'ai eue, Je le vois. oui, la vision que j'ai eue, c'est de parler devant 1 million de personnes avec en arrière-plan un bâtiment emblématique de chaque grande ville du monde. C'est vraiment magnifique. Maintenant, j'ai eu l'occasion de prendre la parole dans 192 pays. Cette vision persistante m'accompagne depuis le jour du 17. Je pourrais le retrouver, mais cela prendrait 1 minute. Quand j'ai vu le film sur Houdini, j'étais inspiré. Il a réalisé la chambre de torture aquatique, la chambre de torture aquatique chinoise devant le public. Il a reçu une ovation debout et la royauté était sur le balcon supérieur gauche au Palladium de Londres. Et quand je l'ai fait, j'ai découpé une image, j'ai pris une image de la vidéo, j'en ai fait une photo, j'ai découpé et collé ma propre image dedans. Et je me tiens là, prenant la relève de Houdini. Au cours de l'année 2008, on m'a convié à intervenir sur le platème. C'était archi-comble, avec plus de 2000 personnes, y compris des membres de la royauté. 2 représentants royaux étaient perchés dans le balcon supérieur gauche. J'ai présenté toute la journée. En fin de compte, j'ai partagé l'histoire et me suis incliné tout comme il l'avait fait. J'ai alors exprimé que tout avait commencé par une vision à l'âge de 20 ans. Me voici enfin arrivé, n'est-ce pas? Mais je dois vous demander pourtant, avec quelque chose d'aussi simple, enfin pas si simple, mais aussi complexe que cela, la vision, comment n'y a-t-il pas une sorte de mysticisme ou des énergies mystiques agissant à travers cela? Je ne veux pas affirmer leur existence, car tout ce qui est perçu comme mystique ou inexplicable est, avec le temps, découvert et déchiffré dans son fonctionnement. Ainsi, nous pouvons bien utiliser ce terme, il convient parfaitement. Cependant, je ne souhaite pas m'en tenir là. Je suis en quête d'une compréhension plus approfondie. Les mystères m'ont fasciné toute ma vie. Cela fait maintenant 50 ans que je les étudie assidûment. Et il est vrai que de nombreux phénomènes autrefois considérés comme mystérieux ont été élucidés. Il suffit souvent de prendre le temps de les examiner de près. Songeons à l'époque d'Aristote et de Platon. Bien que Pythagore, Philolaos et Aristarque aient été ses prédécesseurs, ils avaient tous déjà conçu un système héliocentrique. Mais Aristote et plus tard Ptolémée, dans la période après Jésus-Christ, ont créé un système géocentrique. Ils avaient donc déjà un système héliocentrique à l'époque. Vous pouvez lire Aristarque. Il avait un système héliocentrique, mais ce n'était pas encore populaire, car Aristote a supprimé pendant 2000 ans le système héliocentrique pour sa construction théologique. La terre et les cieux, ainsi cela a été en quelque sorte supprimé, mais le système héliocentrique existait déjà. Donc le mysticisme qui a influencé le judaïsme, le christianisme, l'islam, toutes ces religions, les 5 milliards de personnes qui les suivent encore aujourd'hui sont des aristotéliciens. Mais lorsque Thomas Wright a commencé à utiliser des télescopes et que Galiléo a commencé à observer le ciel à travers eux, ils ont réalisé, mon Dieu, qu'il y avait des nébuleuses et des galaxies. Ensuite, le télescope Hubble est arrivé et maintenant, nous voyons des toiles cosmiques de galaxies et des amas de supergalaxies. Notre paradigme s'est considérablement élargi et continue de s'étendre aussi rapidement que la vitesse de la lumière. Et nous continuons d'apprendre à des vitesses incroyables. Aujourd'hui, nous avons le télescope James Webb. Notre cosmologie et notre théologie ont dû s'adapter. Ce que nous pensions autrefois être un mystère, nous commençons à le comprendre aujourd'hui. À l'époque de Newton, on pensait qu'il serait impossible pour un être humain d'assembler les mathématiques nécessaires pour comprendre. Entre les perturbations de tous les pôles gravitationnels de toutes les planètes, sans parler de tous les systèmes solaires qui sont composés d'étoiles dans notre galaxie. Il a trouvé la solution, enrichi par Einstein. Notre quête avec la gravité quantique progresse, nous affinons sans cesse. Ainsi, les mystères d'antan sont de l'histoire ancienne. Je suis fermement convaincu de notre avancée, soyez-en sûrs. Nous devons apprendre les illusions jusqu'à ce que nous soyons prêts pour la vérité. Donc, je ne veux pas dire que c'est figé comme un mystère qui ne sera jamais résoudre cela.
Je préfère continuer à chercher, avoir une sainte curiosité et continuer à élucider les mystères au fur et à mesure, et rester à la pointe de l'innovation dans autant de disciplines que possible pour essayer de les résoudre. Parce qu'il se peut que nous découvrions finalement que ce n'était pas un mystère après tout. Nous l'avons résolu parce qu'ils pensaient à une époque que c'était un mystère. Et il y a beaucoup de choses que nous comprenons maintenant et que nous pensions être des mystères. Il y a eu une période où les êtres humains avaient peur du tonnerre, n'est-ce pas? Ils vénéraient donc un dieu du tonnerre. Ils avaient également peur de la foudre et avaient consacré un dieu à la foudre. Et puis, ils avaient peur du... Soleil et la Lune. Le Soleil et la Lune, effrayant l'humanité, ont conduit à la création d'un mécanisme de défense dans l'amygdale, l'anthropomorphisme. C'était rassurant d'attribuer des traits humains aux divinités. Ainsi, nos ancêtres projetaient des idées anthropomorphes sur leurs dieux. Aujourd'hui, il existe davantage de divinités oubliées que de celles encore vénérées. Je ne veux pas le laisser comme un mysticisme. Je dirais, c'est un mystère non résolu aujourd'hui qui sera résolu demain, quelque part dans le futur, que ce soit dans 1000 ans, 200 ans ou peut-être même 100 ans. Alors, je préférerais essayer de découvrir la plus grande compréhension des raisons pour lesquelles ces choses se produisent. Et je crois vraiment que nous découvrirons probablement des acuités sensorielles que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Nous découvrirons probablement des enchevêtrements entre les personnes, ce que je soupçonnais déjà. Et puis tout à coup, ce qui était mystique est désormais compris. J'ai le sentiment que c'est cela, le futur. Sans aucun doute, cher ami, je vais te poser quelques questions, comme celles que je pose habituellement à tous mes invités. Comment décrirais-tu une belle vie? Je n'utilise pas l'expression bonne vie. Je parle plutôt de vie épanouissante, car je n'aime pas attribuer un langage moral à la vie. D'accord? Parce que les hypocrisies morales sapent l'épanouissement maximal. À mon avis, avec le langage moral, on essaie automatiquement de renier une partie de soi-même. D'accord. Et il n'y a aucune preuve scientifique pour un langage moral. C'est juste une chose artificielle issue des religions, des politiciens et des personnes qui ont été blessées par des événements, des contrats sociaux et toutes sortes de choses. Donc, je n'aime pas utiliser les mots bien et mal. J'utilise simplement épanouissant parce que nous pouvons nous épanouir dans notre esprit ce que nous percevons comme manquant à notre conscience. Alors j'utilise le mot épanouissant. Ainsi, une vie épanouie est la quête de ce qui est le plus significatif, le plus inspirant, le plus authentique, le plus élevé selon nos valeurs, et de prioriser notre vie en nous donnant la permission de vivre de manière prioritaire et de déléguer les choses moins importantes. Car chaque fois que vous vivez selon la plus haute priorité, votre estime de soi augmente, votre créativité augmente, votre génie s'accroît, votre orientation vers les solutions se renforce, votre cerveau fonctionne à son maximum, votre désir de contribuer et de résoudre des problèmes et votre conscience réfléchit ainsi que votre capacité à vivre la synchronicité s'améliore aussi. Les preuves à ce sujet sont plus qu'évidentes. Donc, je choisis de rechercher l'épanouissement en priorisant l'essentiel. Et c'est pourquoi j'enseigne, je fais de la recherche, j'écris et je voyage. Je ne fais rien d'autre. Je délègue le reste. J'ai même un changeur d'horloge sur mon navire ici. Quelqu'un qui change mon horloge quand nous passons à différents fuseaux horaires. Bien. Comment définissez-vous Dieu? C'est quelque chose qui... Beaucoup de personnes se sont confrontées à cela. J'aime le concevoir comme le non anthropomorphe, synthèse et synchronicité de tous les éléments contraires qui composent l'ensemble, qui sont superposés et entrelacés au sein d'un esprit pleinement conscient, qui peuvent être perçus simultanément par une personne véritablement bénie et profondément aimée. Belle réponse, monsieur. Pourriez-vous me dire quel est le but ultime de la vie? Eh bien, il n'y a pas de but ultime qui engloberait absolument tout le monde, parce que chacun possède son propre filtre, son propre point de vue, ses propres lacunes et tout ce qui s'ensuit. Donc le sens, c'est ce à quoi on l'attribue. Mais étant donné que l'ensemble des valeurs dans une société est structuré comme des antonymes et des synonymes, pour chaque individu qui possède un ensemble de valeurs, il y a quelqu'un avec l'ensemble opposé. L'ironie, c'est que vous finissez généralement par les épouser. Et le but, c'est de trouver quelqu'un à qui vous pouvez déléguer les choses moins prioritaires. Et ils peuvent vous déléguer les choses moins prioritaires pour que vous puissiez trouver l'épanouissement. C'est un peu une plaisanterie. Mais il existe une loi de l'escalade aristique en sociologie. Cela dit que chaque fois que vous essayez de promouvoir quelque chose, un système égal et opposé émergera pour le contrebalancer, pour s'assurer que nous ayons à la fois construire et détruire, coopératif et compétitif, soutien et défi, paix et guerre. Toutes les paires d'opposés doivent être présentes pour une croissance et un développement maximaux. Ainsi, au final, il existe une dialectique entre ces thèses et antithèses, ces prédicats qui nous définissent. Et de cette confrontation émerge une synthèse que je qualifie d'amour. L'amour est la synthèse et la synchronie de tous les contraires réconciliés,
une harmonie qui se manifeste à travers notre essence divine. Notre quête ultime dans l'existence est de prendre conscience de notre appartenance à une matrice divine, d'honorer toutes les composantes de notre être, y compris celles que nous rejetons, et de comprendre que tout ce que nous percevons chez les autres est également présent en nous, où celui qui perçoit, ce qui est perçu et la perception elle-même sont indissociables. Et cela englobe vraiment tout, comme Schopenhauer aurait, semble-t-il, prétendu dire. Nous devenons notre véritable moi dans la mesure où nous faisons de tout le reste une extension de nous-mêmes. Et ce serait l'objectif ultime, avoir une conscience réfléchie pure et voir la synchronicité et la synthèse de tous les opposés complémentaires simultanément et être présent, qui serait une définition commune de l'amour et de Dieu, l'illumination personnelle. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur l'incroyable travail que vous réalisez? Le moyen le plus simple de me trouver est de vous rendre sur drdmartini.com. Ou aller voir le docteur De Martini Show ou quelque chose du genre. Tapez simplement mon nom et je vais apparaître parce que il y a beaucoup de choses là-bas et vous me trouverez. Je ne pense pas que vous aurez de problème tant que vous appelez correctement mon nom. De Martini ou quelque chose d'approchant. C'est tout attaché. Demartini. Si vous tapez De Martini, vous me trouverez. Avez-vous un message final à adresser au public? Jean répond oui. Donnez-vous la permission de briller et épanouir. Ne gaspillez pas votre temps à vous mesurer aux autres. Ne les mettez ni sur un piédestal ni dans une fosse. Accueillez-les plutôt dans votre cœur. Comparez vos actions quotidiennes à vos plus hautes valeurs. Plus vous êtes en accord avec vous-même, plus vous serez puissant. Plus vous serez inspiré, plus les synchronicités se produiront, plus la loi de l'attraction, comme ils aiment l'appeler, se manifestera. Et plus vous serez créatif, plus vous pourrez vivre par la conception, non par l'obligation. Alors, donnez-vous la permission d'être vous-même. La grandeur de qui vous êtes est bien plus grande que toutes les fantaisies que vous pourriez vous imposer. Docteur Di Martini, merci infiniment pour cette conversation. Ce fut un réel plaisir et un honneur de vous parler à nouveau, mon ami. Merci et continuez votre travail remarquable pour éveiller les consciences à travers le monde. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être avec votre public et dans votre émission et pour ces excellentes questions. Je vous remercie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.